Un couple parti en vacances ne donne plus signe de vie. Les adultes, ça ne disparaît pas comme ça laisse des traces. Et là, il n'y en avait aucune. Des indices laissent penser qu'il a pu être assassiné. Ce type de balle est spécialement conçu pour être utilisé contre des êtres humains. Le dernier endroit où il a été vu vivant est l'une des boîtes de nuit les plus fréquentées de la ville. C'était au Secrets, la dernière nuit où ils ont été vus vivants. Dans ce coin d'Amérique, beaucoup de secrets sont bien gardés. La disparition du couple en fait-elle partie? Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Myra Hindley et Ian Brady. Rosemary et Frederick West. Gérard Callego et Charlene Williams. Ces noms, je suppose, ne vous disent rien. Maintenant, si je vous dis Bonnie Parker et Clyde Barrow, plus connus sous leur simple prénom de Bonnie and Clyde, une image vous revient certainement en mémoire, celle d'un couple de braqueurs de banque qui sema la terreur aux États-Unis dans les années 1930. En fait, un point commun relie ces quatre couples. Ils ont tous défrayé la chronique pour leurs actions violentes ou les meurtres monstrueux qu'ils ont commis. L'affaire dont il est question maintenant ajoute une pierre sanglante à l'histoire des couples meurtriers, car lorsqu'un prédateur rencontre son alter ego, sa force de destruction s'en trouve décuplée. Josh Ford et Ginny Crutchley se sont rencontrés lors d'une petite fête entre collègues de travail. Tous les deux ont déjà été mariés et malgré une certaine différence d'âge, ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Josh avait 32 ans et Ginny 51. À son âge, c'était normal qu'elle n'hésite pas une seule seconde. Avec Joshua Ford, Jenny Crutchley avait trouvé un homme jeune, plein d'entrain, drôle, et qui avait aussi envie de découvrir de nouvelles choses. Josh est un courtier immobilier au sommet de sa carrière. Ginny est comptable dans une compagnie d'assurance. Après être sortis ensemble durant 2 ans, ils décident de s'installer dans une maison à Fairfax, en Virginie. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ils avaient la même personnalité. Et quand ce genre de choses arrive, je ne pense pas que l'âge soit un obstacle. Ils sont tombés amoureux. Le couple loue un appartement pour le week-end prolongé du Memorial Day à Ocean City, dans le Maryland, une destination très prisée du littoral atlantique. Mais ni Josh ni Ginny ne retournent au travail à l'issue de ce week-end. Ils étaient très consciencieux. Ils n'étaient jamais absents, ils étaient toujours ponctuels. Les collègues de Ginny ont tout de suite été inquiets de ne pas la voir arriver et ont rapidement appelé la police. La police se rend à leur location et retrouve la voiture de Ginny dans le parking de la résidence. Les enquêteurs ont vite compris que le véhicule était là depuis un moment. À Ocean City, le vent dépose du sable partout et il s'accumule rapidement. À l'intérieur de l'appartement, rien ne semble suspect. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni aucun signe d'effraction, pas de vitres brisées. Tout était relativement bien rangé. Les clés de voiture de Ginny sont toujours dans l'appartement, tout comme leurs affaires, leur appareil photo et leur ordinateur. On a trouvé le ticket de caisse d'une épicerie. Il datait de 5 jours. Le policier a eu l'idée de regarder dans le réfrigérateur et il a constaté qu'aucun des produits achetés n'avait été entamé. C'est comme si le couple était parti en promenade et n'était jamais revenu. Ils ont peut-être eu envie de sortir et d'aller boire un verre, par exemple. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Les voisins n'ont rien vu ni entendu d'étrange durant le week-end. Ce type de location est parfait pour préserver son intimité. Il y a des entrées indépendantes, c'est plus intime. Le relevé de leur carte bancaire montre que Ginny et Josh ont pris un verre le samedi soir dans un bar des environs, le Green Turtle. La police interroge la serveuse du bar, qui affirme que le couple était seul. Elle se souvenait de Ginny et Josh et n'avait rien remarqué de particulier, simplement que lui était fan des Celtics et qu'il était captivé par le match. Les enquêteurs apprennent aussi que Ginny et Josh ont ensuite pris un bus pour aller dans un club des environs. Un des endroits les plus branchés à Ocean City, où tout le monde veut aller, c'est le Secrets. Et c'est là qu'ils sont allés.
Le chauffeur du bus reconnaît Ginny et Josh lors d'une séance d'identification photo. Il se souvient qu'il parlait avec un autre couple, un homme et une femme de type caucasien qui devaient avoir dans les 30 ans. À leur descente du bus, ils ont tous les quatre fait la queue pendant 1h30 pour entrer. D'après les témoins, les deux couples ont bu quelques verres et sont repartis ensemble. Mais ensuite, plus aucune trace de Ginny et Josh. Aucune activité, ni sur leur téléphone, ni sur leur carte bancaire. C'est comme s'ils avaient complètement disparu de la surface de la Terre. Moins d'une semaine après la disparition de Josh Ford et de Ginny Crutchley, la police est appelée dans un restaurant d'Ocean City. Une alarme silencieuse s'est déclenchée après minuit, indiquant à la police qu'un braquage était en cours. Quand l'officier est arrivé, il a vu une Jeep garée devant la porte et deux personnes sortir les bras chargés de marchandises volées. Les voleurs, un homme et une femme, sont arrêtés sur les lieux. Ils étaient tellement défoncés qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. L'homme a dit à l'un des policiers « Si on rend tout, ça va, c'est cool ». Benjamin et Erika Seyfried n'ont rien du gentil couple marié, mais ils n'ont pas le profil de criminels non plus. Erika Seyfried est issue d'une famille relativement aisée. C'était une excellente étudiante et une excellente joueuse de basket. Statistiquement, ses tirs à 3 points étaient dans le top 5 du pays quand elle était en première et deuxième année. Benjamin Seyfried, ou BJ comme on avait coutume de l'appeler, est un ancien membre des forces spéciales de la marine, sorti major de sa promo. C'était un expert en armes, il faisait partie de l'élite. Certains de ses anciens frères d'armes m'ont dit que c'était le genre de type qui sortait tout le temps et qu'il buvait toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin, mais qu'après il rentrait à la base pour dormir 1 heure ou 2 avant de faire un parcours de 20 km où il battait tout le monde parce qu'il en voulait et que c'était son truc. Josh et Ginny n'ont pas de casier judiciaire. Pourtant, dans leur véhicule, la police fait des découvertes surprenantes. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Elle avait une arme à la ceinture, un 357 Magnum à 5 coups. Et lui aussi avait un Sig Sauer 9 mm chargé. Et dans la voiture, on a trouvé un calibre 45, une arme de combat. Bref, quand on a tout ça, c'est qu'on n'est pas clair. Un couple disparaît à la sortie d'une boîte de nuit. La police est encore incapable de déterminer s'il a été enlevé ou assassiné. Quelques jours plus tard, un autre couple sous l'empire de la drogue est arrêté après avoir cambriolé un restaurant. La police découvre que sa voiture contient un véritable arsenal, 3 armes de poing de gros calibre. À première vue, ces deux affaires ne sont pas liées, jusqu'à ce qu'un policier découvre dans le sac à main d'Erika Seyfried, la femme arrêtée, les permis de conduire de Joshua Ford et de Ginny Crutchley, le couple porté disparu. Ils ont tout de suite compris que c'était bien plus grave qu'une simple affaire de cambriolage. Interrogés par la police, Erika prétend qu'ils ont trouvé les permis et qu'ils n'ont jamais rencontré Josh et Ginny. Ils auraient effectivement pu les trouver sur la plage. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'une nouvelle identité parce qu'ils préparaient un coup. À l'arrière du véhicule des Seyfried, la police découvre des cagoules et des menottes. On peut imaginer qu'ils les avaient pris en otage et qu'ils les retenaient toujours captifs quelque part. La police a toutes les raisons d'orienter ses recherches à proximité de la location des Seyfried. Leurs découvertes ont dépassé leurs attentes. Sur la table, à l'extérieur du salon, les enquêteurs découvrent 2 balles usagées. Les enquêteurs établissent très rapidement que BJ et Erika leur ont menti. Ils ont trouvé une pile de photos, il y en avait plein. Et sur le dessus de la pile, il y avait une photo de Ginny et Josh aux Secrets. Elle avait été prise aux Secrets la dernière nuit où ils ont été vus vivants. Sur l'une des photos prises par les Seyfried, on voit une bague sur la main de Josh Ford.
Sur une autre photographie, prise 2 jours après la disparition de Josh et Ginny, Erica porte cette même bague sur une chaîne autour de son cou. Et au moment de son arrestation, la fameuse bague était dans son sac à main. Encore plus troublant, les Seyfried possèdent une clé d'un appartement de l'Atlantis, l'immeuble où Ginny et Josh avaient pris une location. Ils ont essayé la clé qui fonctionnait parfaitement. C'était la clé de l'appartement de Josh et Ginny. Les enquêteurs sont maintenant certains que les Seyfried sont impliqués dans la disparition de Ginny et Josh. Mais jusqu'à quel point? La dernière photographie du couple a été prise dans un club très prisé, le Secrets. Durant une séance d'identification, un chauffeur de bus reconnaît formellement Erica et BJ. Il les a vus discuter avec Ginny et Josh et les a déposés aux Secrets. Plusieurs témoins ont également vu les 2 couples quitter le club ensemble. Mais qu'est-il arrivé par la suite? Les enquêteurs décident alors de passer la salle de bain des Seyfried au peigne fin. Et là, ils découvrent un indice capital. J'ai remarqué une sorte de substance orange sur le carrelage. Et il y avait une traînée de cette substance le long de la cabine de douche. J'ai pensé que ça pouvait être du sang. Les enquêteurs ont retiré la bande du lavabo et ont trouvé plusieurs types de cheveux, du sang et des tissus humains. Sous le lavabo, la police remarque un trou laissé par une balle. Elle a traversé le mur pour aller dans la chambre adjacente. Le trou de cette balle correspond au projectile retrouvé sur la table basse des Seyfried. Sur l'une des 2 balles, il y avait de la poussière, et sur l'autre, on voyait du sang dans les rainures. Sur la porte-fenêtre de la salle de bain, les techniciens de scène de crime relèvent une empreinte palmaire partielle. Les analyses du sang trouvé dans la salle de bain et sur la balle de 357, qui était sur la table des Seyfried, permettent d'établir un profil ADN. Les enquêteurs prélèvent des échantillons d'ADN sur les brosses à dents et cheveux de Josh et Ginny afin d'obtenir leur profil. La plupart des échantillons que nous avons analysés contenaient l'ADN de Josh Ford et de Ginny Crutchley. L'ADN sur la balle de 357 retrouvée chez les Seyfried est bien celui de Josh Ford. On pouvait donc en conclure que cette balle était dans le corps de Josh Ford et qu'elle en avait été retirée, comme si les Seyfried voulaient un trophée. Les corps demeuraient introuvables, mais nous avions la certitude que quelqu'un avait connu une mort atroce dans cette pièce. Les experts en balistique effectuent des tirs avec l'arme d'Erica pour comparer les balles à celles retrouvées dans l'appartement. Lorsqu'une balle à tête creuse entre en contact avec un tissu vivant, elle se déforme et champignonne. Beaucoup de gens pensent que cette expansion endommage la balle et peut compromettre une analyse balistique. Mais c'est tout simplement faux. Les 2 balles récupérées sur la table basse des Seyfried correspondaient à cette arme. En clair, elles avaient été tirées avec le 357 Magnum. Même fabriquée en série, chaque arme possède une signature qui lui est propre, car les rainures du canon laissent leur empreinte sur la balle. Le percuteur et l'éjecteur griffent la douille de manière caractéristique. Alors ainsi, quand une arme suspecte est retrouvée, on procède à des tirs dans un caisson sécurisé, puis on analyse balle et douille à l'aide d'un microscope de comparaison. Ce microscope, dit de Gravel, du nom de son inventeur, a révolutionné une discipline jusque-là empirique. En 1929, 7 membres du gang de George Moran sont abattus de plusieurs rafales de pistolets mitrailleurs par de faux policiers commandités par Al Capone. Le massacre de la Saint-Valentin fut le dernier épisode de la guerre des gangs à Chicago. Ce fut aussi l'une des premières démonstrations des progrès de la balistique. Grâce au double microscope de comparaison, l'expert Calvin Goddard identifia les projectiles comme ceux de mitraillettes Thompson, ce qui permit de disculper les services de police et de relier plus tard les armes
aux hommes de main d'Al Capone. Dans notre affaire, les policiers sont parvenus à établir que les balles retrouvées dans l'appartement des Seyfried avaient été tirées avec un revolver de calibre 357 Magnum qui leur appartenait. La bague de Josh qu'Erika portait autour du cou présente également des traces de sang. Les analyses ADN permettent d'établir qu'il s'agit du sang de Josh. Confrontée aux preuves, Erika Seyfried accepte de passer un accord avec le procureur. Elle accepte de conduire la police là où se trouvent les corps de Josh et Ginny et de témoigner contre son mari en échange d'une remise de peine. Elle avoue aux enquêteurs qu'ils ont démembré les corps de leurs victimes avant de les jeter dans une benne à ordures du Delaware, à 15 km de là. La police ne s'attendait pas à tant de coopération. Le Delaware a un système particulier de traitement des déchets. Chaque benne est déversée à un endroit précis de la décharge. 8 jours après la disparition de Ginny et Josh, la police retrouve les restes de leur corps démembrés. La balle qui a traversé le corps de Josh a été tirée par l'arme d'Erika Seyfried. Et l'empreinte palmaire relevée sur la fenêtre de la salle de bain des Seyfried est celle de Josh. Josh Ford et Ginny Crutchley ont été choisis au hasard par un couple pour qui violer les lois était devenu une quête obsessionnelle. Erika et BJ Seyfried se retrouvaient dans cette folie criminelle. Mais alors que la police pense que cette affaire est résolue, Erika Seyfried fait d'autres révélations que les enquêteurs ont bien du mal à croire. Je pense qu'elle avait un côté sombre, diabolique, tout comme lui. Entre eux, le mélange était explosif. L'un était l'allumette, l'autre la mèche. L'accusation passe un accord avec Erika Seyfried. Si elle leur dit la vérité sur ce qui est arrivé à Ginny Crutchley et Josh Ford, elle pourra bénéficier d'une remise de peine. Et pour cela, Erika Seyfried doit passer au détecteur de mensonges. Elle prétend d'abord qu'elle n'a rien à voir avec les meurtres et qu'elle n'a fait qu'aider Benjamin à transporter les corps, avant de donner ensuite une autre version des faits. Juste avant le test, elle a reconnu qu'elle était plus impliquée dans les meurtres que ce qu'elle nous avait dit. Elle a admis avoir poignardé Ginny. Erika apprend également à la police que le tatouage sur sa hanche a une signification particulière. Après avoir tué Ginny Crutchley, elle est allée se faire tatouer la hanche, là où elle l'avait poignardée. Elle voulait pouvoir se souvenir de cette nuit-là toute sa vie. Elle était impliquée dans cette affaire du début à la fin. Elle a reconnu avoir organisé les meurtres. À partir de là, c'était impossible de donner suite à notre accord. BJ et Erika Seyfried sont inculpés de meurtre avec préméditation. Les époux finissent par s'accuser mutuellement. Alors que le procès approche, la police cherche toujours le mobile de ce double homicide. Nous pensons que ces meurtres ont été commis uniquement pour le plaisir de tuer, juste pour éprouver le frisson de tuer quelqu'un. Nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était la seule raison. Le couple possède un magasin de scrapbooking près d'un centre commercial d'Altoona, en Pennsylvanie. Le scrapbooking est un loisir qui consiste à transformer de banales photos en œuvres graphiques originales. Pour les personnaliser, les rehausser de traits et de couleurs, on utilise du matériel traditionnel, du papier, de la colle, des crayons de couleur, des autocollants ou des motifs préimprimés. Mais comment un couple se livrant à ce commerce pacifique a-t-il pu basculer dans la barbarie ? Selon Erika, le couple n'avait que très peu de rapports sexuels. Elle m'a dit que son mari fantasmait sur des braquages et des situations à risque. C'est ce qui le faisait vibrer. Ils ont commencé à s'attaquer à des magasins qui se trouvaient à proximité du leur. Mais ils se sont vite lassés. Ils voulaient passer à la vitesse supérieure.
Ils voulaient le grand frisson. C'était un couple plus qu'étrange, ça c'est certain. La police pense que les Seyfried étaient en quête de sensations fortes lorsqu'ils ont croisé Ginny et Josh aux Secrets. Au bout d'un moment, les deux couples décident de repartir ensemble pour l'appartement des Seyfried. Au programme de leur soirée, boire, discuter et profiter du jacuzzi. Mais les Seyfried ont décidé de jouer avec le couple. Erika prétend qu'elle a perdu son sac avec des bijoux de grande valeur à l'intérieur. Vous auriez pas vu un petit sac noir? Il est forcément par là. Et elle demande à Ginny et Josh de l'aider à le chercher. Mais les Seyfried étaient les seuls à connaître les règles du jeu. Non, je ne sais pas, mais aidez-moi à le retrouver. Si Ginny et Josh retrouvent le sac, ils auront le droit de vivre. S'ils échouent, ils paieront le prix de cet échec. Je l'ai pas sorti, il s'est quand même pas envolé. Ginny et Josh ne parviennent pas à retrouver le sac d'Erika. BJ les accuse alors de l'avoir volé. Ils ont dû le prendre. Quoi? Vous l'avez volé! Calmez-vous. Où il est? On l'a pas. Prouve-le, à poil. T'es sérieux? Tout de suite! Plus tard, Erika revient avec des chiffons et du détergent pour essayer de nettoyer la scène de crime. Elle affirme que quand elle est arrivée, BJ était dans le jacuzzi. Durant les 24 heures qui suivent, les Seyfried démembrent les deux corps, puis ils les mettent dans des sacs poubelles, avant de les déposer dans différentes bennes du Delaware. Ils se rendent aussi dans un grand magasin pour acheter une nouvelle porte de salle de bain et d'autres produits détergents pour effacer toute trace de ce qui s'est passé. Les Seyfried reprennent ensuite leur petite vie, comme si de rien n'était. Ils passaient leur journée à boire, à s'amuser, à jouer au mini-golf. Personne n'aurait pu suspecter que c'était des monstres. Erika portait la bague de Josh en trophée et conservait leur permis de conduire dans son sac. Les Seyfried ont aussi conservé 2 des balles utilisées lors de la tuerie. Je n'ai jamais vu une affaire pareille où des gens tuent un couple pour connaître des sensations fortes. Ces gens ne leur avaient rien fait. Ils ont simplement été choisis au hasard. Sans les preuves médico-légales, personne n'aurait cru à cette histoire. Même quand on nettoie la scène de crime, on ne peut jamais tout effacer. Il restait du sang, il suffisait juste de le chercher. Erika et BJ ne sont pas jugés ensemble. La ligne de défense d'Erika était « c'est pas moi, c'est lui » et lui pareil. En l'absence de preuves matérielles contre lui, et dans la mesure où c'est l'arme d'Erika qui a été utilisée pour tuer Josh Ford, BJ Seyfried n'est inculpé que d'un seul meurtre. Il est condamné à 38 ans de prison. Erika Seyfried est inculpée pour les 2 meurtres et condamnée à la prison à perpétuité. Elle avait l'arme en sa possession, les permis de conduire des victimes dans son sac. Erika gardait tous ses souvenirs avec elle, sur elle, dans son sac à main. Encore aujourd'hui, cette histoire me fait toujours froid dans le dos. C'était la première fois que j'étais confronté à une affaire pareille, et j'espère que ce sera la dernière de ma carrière. Sans les preuves médico-légales, il aurait été très difficile d'obtenir une condamnation pour meurtre avec préméditation, et même de les faire condamner tout court. C'était faisable, mais ça aurait été bien plus compliqué. Cette affaire nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, car elle illustre l'horreur que peut inspirer un acte barbare parfaitement gratuit. Benjamin et Erika Seyfried n'ont en effet pas supprimé un couple innocent par appât du gain, ni en état de légitime défense, et aucun contentieux de quelque ordre que ce soit ne les opposait à ceux qu'ils avaient prémédité d'agresser. Les Seyfried ont tendu un traquenard à des inconnus rencontrés dans une boîte de nuit. Après avoir gagné leur confiance, ils les ont attirés chez eux dans le seul but de prendre plaisir à les massacrer, puis à dépecer leur corps. Cet engrenage terrifiant dépasse l'entendement. Lors du procès, les époux Seyfried se sont mutuellement accusés, renvoyant sur l'autre la responsabilité du double meurtre. Et leurs familles respectives ont eu beau jeu
de reprendre cet argument. Selon le père d'Erika, sa fille aurait poursuivi de brillantes études de droit si elle n'était pas tombée sous l'emprise maléfique de son mari. D'ailleurs, ce dernier ne l'avait-il pas forcée à avorter alors qu'elle était enceinte de 4 mois? Et ne lui avait-il pas demandé, 2 semaines avant les crimes, de massacrer sa propre famille? La mère de Benjamin Seyfried a naturellement plaidé en faveur de son fils. Ne faisait-il pas partie de l'élite des commandos de marine avant de subir l'influence pernicieuse de sa femme, consommatrice de cocaïne et d'ecstasy? Laissons là, si vous le voulez bien, cette polémique par famille interposée. Elle est stérile et n'atténue en rien la responsabilité des assassins. Une chose demeure. Au lieu de se neutraliser en vivant ensemble, les époux ont additionné le potentiel destructeur qu'ils portaient en eux. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi, de nous être fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.